Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'interdire, mais chez moi, confinement oblige. Je reçois dans cette émission Antoine Flao, qui dirige l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Bonjour Antoine Flao, merci de nous recevoir. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine et en biomathématiques, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, vous travaillez sur la surveillance électronique des maladies, sur l'épidémiologie prévisionnelle. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur la grippe de Hong Kong, la première pandémie de l'ère moderne, celle des transports aériens. Tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Vous avez ressorti les chiffres récemment de la mortalité qui a été terrible. En France, c'est plus de 31 000 morts à l'époque. Oui, en effet, cette grippe avait déferlé sur le monde, un petit peu de la façon dont aujourd'hui ce coronavirus nous attaque, pays après pays. On a pu même retracer. Il y a eu des modèles mathématiques qui ont été développés par une équipe américano-soviétique. C'était très rare à l'époque d'ailleurs. Les soviétiques étaient très en pointe sur ces modèles mathématiques de diffusion d'épidémies, de maladies infectieuses. Et on a pu retracer historiquement, rétrospectivement, de façon très fine, le trajet de ce virus de ville en ville, de pays en pays, sur l'ensemble de la planète. Tout le monde a été infecté par ce virus. Il n'a pas laissé, comme vous dites, un souvenir dans les mémoires collectives très, très importantes, alors qu'on parle beaucoup de la grippe espagnole. Ça rappelle à chacun quelque chose. C'était une grippe beaucoup moins dangereuse que la grippe espagnole. C'était l'apparition de ce virus qu'on va appeler H3N2 à partir de ce moment-là, pour la première fois sur la planète. Et c'est un virus qui est très mortifère chez les personnes très âgées. Peut-être que, à cause de cela, on ne s'en est pas préoccupé autant qu'on aurait pu s'en préoccuper. Mais il a fait, je dirais, 2 fois plus de morts en France que la canicule de 2003. En effet, je disais 31 000 morts en 2 mois, en 1969 en France, 50 000 aux États-Unis, 1 million dans le monde. Il y a eu un article de Libération paru en 2005 qui avait raconté cette grippe de Hong Kong. On n'avait pas le temps de sortir les morts en France, on les entassait dans les services de réanimation, des trains avaient été annulés faute de cheminots, des écoles fermaient car les professeurs étaient malades, il y avait la queue devant les pharmacies, on vaccinait sur les trottoirs, les vaccins étaient plutôt artisanaux et peu efficaces en France, mais on n'a quand même pas porté plainte contre le gouvernement, encore moins contre les médecins ou l'industrie pharmaceutique. On ne comptait pas les morts à l'époque. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a oublié ce qui s'était passé. Alors, on comptait les morts, mais c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais la mortalité par grippe, généralement, et en particulier par cette grippe-là, cette grippe H3N2, n'est pas une mortalité le plus souvent qui est directe. C'est-à-dire que, vous savez, pour le coronavirus, les gens, on voit bien, on a des rapports tous les jours de personnalités ou de personnes dont on nous décrit les caractéristiques de la maladie jusqu'à la mort. En fait, ils rentrent à l'hôpital, ils sont essoufflés, ils ont une pneumonie virale, et puis ils arrivent en insuffisance respiratoire, en détresse respiratoire aiguë, et parfois la réanimation ne les sauve pas. C'est très clair la chaîne de causalité entre le virus et la mort. Pour la grippe, c'est beaucoup plus indirect dans bien des cas. Bien sûr, ce type de mortalité peut arriver, mais il est exceptionnel avec la grippe H3N2. Le plus souvent, la mortalité est observée sur les courbes de décès, parfois des mois qui suivent l'événement. Donc, ce n'est pas en 1969 que l'on s'est rendu compte de la mortalité de 31 000 décès que vous avez évoqués. C'est bien plus tard, lorsqu'on a pu comparer la mortalité pendant ces 2 mois d'épidémies très sévères qui avaient été enregistrées sur le territoire national. On a pu voir par les laboratoires de virologie que des virus de cette grippe-là avaient été isolés exactement pendant cette période-là. Et on a vu une surmortalité de 31 000 par rapport à la mortalité attendue à la même époque les autres années. Et donc, quand on regarde les certificats de décès, il y a bien sûr quelques décès où il y a marqué mort par grippe ou mort avec grippe, mais la plupart des décès sont en fait des personnes très âgées qui avaient des maladies par ailleurs et qui, je dirais, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils sont éteints souvent par ce qu'on appelle une décompensation de leur maladie préexistante, mais pas véritablement par l'attaque elle-même du virus dans leur organisme, ou d'une façon indirecte et pas toujours très bien comprise d'ailleurs. Alors justement, c'est ce qui est un peu frappant quand on regarde cette grippe de Hong Kong. On a l'impression qu'elle est passée inaperçue dans la population, pour les pouvoirs publics, pour les gouvernements de l'époque.
en fait, on ne s'aperçoit pas qu'il y a une épidémie, alors qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde en est plus que conscient. Si on avait fait pareil avec le Covid-19, est-ce qu'il aurait été, à votre avis, beaucoup plus mortel que ne l'a été à l'époque la grippe de Hong Kong? Alors, je ne suis pas totalement sûr de comprendre la question, mais une chose qui est certaine, c'est que au jour d'aujourd'hui, ce que l'on a comme rapport de mortalité, c'est vraiment ce qu'on appelle la mortalité directe. C'est-à-dire que les rapports qui nous sont transmis sont des rapports de décès pour lesquels on a pu identifier clairement que le Covid était la cause du décès. Certainement, c'est sous-estimé parce qu'il y a des décès qui sont certainement dus directement au Covid et qui ne sont pas rapportés. On a vu que dans certaines EHPAD, ça avait été le cas, mais c'est certainement le cas dans d'autres endroits. On peut aujourd'hui mourir. Une étude new-yorkaise très récente, hein, peut-être parue hier ou aujourd'hui, nous renseigne sur des mortalités par cardiomyopathie, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on fait un infarctus du myocarde aujourd'hui, et en fait, c'est une attaque du virus Covid. Donc, ce virus Covid va avoir des mécanismes je dirais, on appelle ça de pathogénèse, c'est-à-dire d'induction de maladies qui ne sont pas forcément toutes répertoriées aujourd'hui, que ce virus est nouveau, et il va donc probablement nous donner du fil à retordre, y compris dans ce qu'on peut appeler la classification des maladies qui peuvent entraîner la mort. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose qui est assez importante, c'est que cette surmortalité, cet excès de mortalité dont j'ai parlé pendant la période de cette grippe pandémique de Hong Kong de 1968-69, eh bien, elle va aussi probablement survenir avec ce coronavirus. Alors, en Italie, les Italiens en sont presque certains. Nous, en Suisse, on surveille la surmortalité presque au jour le jour, parce que maintenant, tout cela est quand même très informatisé, et on voit commencer un début de surmortalité. On arrive déjà à l'enregistrer sur les données suisses. Je ne sais pas quelle hauteur, quelle taille elle va avoir. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. À chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe, même de grippe saisonnière, il y a une surmortalité qui est enregistrée. Quand il y a une canicule, on l'a vu, il y a également une surmortalité qui est enregistrée. Donc ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une surmortalité associée à l'épidémie de Covid, qui n'est pas uniquement la mortalité directe que l'on enregistre, mais on va également, sans doute, très certainement, voir des décès, par exemple, de personnes qui, à cause de l'engorgement du système de santé dans certains endroits, peut-être dans certaines régions de France, peut-être dans certaines régions d'Europe, peut-être à New York aujourd'hui, il est possible que certaines pathologies ne soient pas prises avec les standards actuels de traitement. Je vais donner un seul exemple. Je prenais l'infarctus du myocarde. Si aujourd'hui vous faites un infarctus du myocarde, vous devez être pris en charge dans les 90 minutes qui suivent votre infarctus. Et on doit vous poser un stent, si c'est le bon diagnostic, dans les 90 minutes. On a pu démontrer que si on prend du retard, la mortalité augmente. Sinon, on peut sauver beaucoup de vies. Il est possible qu'aujourd'hui, ce soit plus compliqué de traiter correctement un infarctus du myocarde dans certains endroits où le service de santé est engorgé. Justement, c'était ça ma question. J'ai peut-être pas été très clair en vous la posant. En se focalisant sur le coronavirus et sur les risques du coronavirus, au fond, est-ce que si on ne l'avait pas fait, si on avait fait comme au moment de la grippe de Hong Kong, si on avait fait, au fond, si on s'était livré à une espèce de fatalisme, comme on a dû le faire à l'époque, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts qu'il y en a aujourd'hui? Est-ce qu'on a eu raison, au fond, de réagir aussi rapidement? On va voir que tout le monde n'a pas réagi rapidement, mais quand même, il y a eu un délai de réaction assez rapide, et à peu près sur toute la planète. Est-ce qu'on a fait le bon calcul? Certains commencent à se poser la question. Est-ce que vous la posez? Oui, je pense que d'accord, je comprends cette question. C'est une très bonne question parce que la réaction face à cette pandémie de Covid-19 a été exceptionnelle à tout point de vue et je dirais en effet sans aucun précédent. Jamais le monde, de façon aussi rapide, d'abord a été au courant des choses. En 1968-69, on n'a pas l'Internet, bien entendu. Donc on n'est pas au courant de ce qui se passe. On a bien sûr des téléx, on a quand même des télécommunications qui fonctionnent déjà bien. Vous l'avez vous-même dit, c'est la première pandémie de l'ère moderne. Il y a des avions intercontinentaux. Hong Kong est un hub majeur de l'Asie à l'époque, Tokyo également. Donc vraiment, on est dans l'ère moderne, mais on n'est pas dans notre ère d'aujourd'hui. Donc vous avez raison de dire que la réaction
ne pouvait pas, à cette époque-là, être de même nature. Et la réaction, si une même réaction avait eu lieu, ou dans l'autre sens, si on n'avait pas réagi aujourd'hui, on n'aurait pas retardé la vague venant de Wuhan, de Chine, comme les Chinois l'ont certainement fait par leur confinement très strict qu'ils ont imposé à partir du 23 janvier. On n'aurait très certainement pas non plus aplati le pic épidémique comme on l'a aplati et comme on voit comment il a été aplati. En Corée, c'est très clair. En Suisse, on commence déjà à voir les effets très significatifs de ce confinement strict. Et en France, également, dans tous les pays où il est mis en place, même si nos pays souffrent aujourd'hui beaucoup, parce qu'on est vraiment probablement très près du pic épidémique, qui est la période la plus pénible, la plus tendue, malgré tout, elle aurait été plus longue, elle aurait été plus haute et probablement beaucoup plus difficile à surmonter. La vague, encore une fois, n'est pas complètement comparable à celle de 1968. On a un virus qui est probablement beaucoup plus mortifère et même qui entraîne beaucoup plus de cas de traitement en unité de soins intensifs et de réanimation que la grippe pandémique de 1968-69. Néanmoins, la Chine a quand même été lente. Le premier médecin qui a alerté, on le sait, a été arrêté à l'époque. Il est mort d'ailleurs aujourd'hui, non pas de son arrestation, mais du Covid-19. L'OMS également a été lente, semble-t-il, en s'opposant à certaines restrictions au départ, notamment de voyages ou d'échanges commerciaux avec la Chine. Est-ce que ça a eu des conséquences dramatiques ? Alors, sur le plan de la Chine, de l'information de la Chine, vous savez, on a de l'information que c'est ceux qui veulent bien nous donner. L'information est tout sauf transparente, elle ne l'a jamais été, mais particulièrement pour cet épisode. L'OMS à l'époque avait reproché, quand je dis à l'époque, c'était en 2003, avait vraiment vivement reproché à la Chine la lenteur de sa gestion et même certains dénis dans l'émergence du SRAS, qui était aussi une épidémie à coronavirus. Plus grave encore, parce que la mortalité était de l'ordre de 10%, ce qui est probablement 10 fois supérieur à celle de ce Covid-19. Mais malgré tout, c'était Hong Kong, c'était le Vietnam qui s'en était rendu compte. Ça n'était pas la Chine qui l'avait rapporté, alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient un épisode très sévère de pneumonie atypique qu'ils auraient dû rapporter dans le cadre du règlement sanitaire international, qui est un traité qui lie tous les États, qui est contraignant et qu'avait signé la Chine. Donc la Chine s'était fait remettre un peu les pendules à l'heure et avait fait amende honorable, avait congédié son ministre de la Santé. Il y avait eu un vrai séisme politique en Chine à l'issue du SRAS. On pouvait penser que la Chine avait retenu les leçons du passé. Rien n'en est. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on va peut-être découvrir que les délais de notification de la Chine sont au moins aussi importants que celui du SRAS. Il y a eu beaucoup de déni. Vous avez signalé que les lanceurs d'alerte avaient été bâillonnés. Tristement, le docteur Li en est décédé de ce coronavirus. Je pense que ce retard est absolument énorme et de très lourdes conséquences. Il faudra attendre le 23 janvier pour que le président Xi Jinping décide le confinement de Wuhan et toutes les mesures de confinement et de restriction des transports. Des gros porteurs venaient avec plein de touristes jusqu'au 22 janvier et s'aimaient dans le monde entier parce qu'ils repartaient très connectés avec l'ensemble du monde, et cela a eu certainement des conséquences très très importantes. Par ailleurs, je n'ai pas du tout de confiance non plus aujourd'hui dans les chiffres qui nous sont rapportés de mortalité et de morbidité des cas confirmés de Chine. Ces cas existent, bien sûr, mais il semble qu'ils sont extrêmement sous-évalués et peut-être sous-évalués de façon volontaire. Donc on a aujourd'hui les données qu'on nous rapporte et on en a extrêmement peu de confiance. Qu'une dictature nous mente, c'est logique, c'est ce qui caractérise les dictatures, c'est leur pouvoir de mentir. L'OMS, sa lenteur, est-ce qu'elle a été aussi lente qu'on le dit d'abord? Vous la connaissez bien, vous avez travaillé avec l'OMS. Non, alors l'OMS, ce n'est pas tellement sa lenteur le problème, parce que l'OMS a été prévenue le 1er janvier. Je crois qu'elle a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale parmi
les premières, les plus rapidement possible parmi les quelques événements de ce genre qui avaient été déclarés. On lui avait reproché sa lenteur pour Ebola. Pour Ebola, Médecins sans frontières avait, quand c'était en Afrique de l'Ouest, dans les années 2014, le Médecins sans frontières avait alerté de cet épisode d'Ebola en disant que c'était très grave parce que c'était en Afrique de l'Ouest, on n'avait jamais eu à cette époque-là, il y avait des villes et des communautés importantes, et l'OMS, on lui avait reproché sa lenteur vraiment au démarrage et à l'alerte. Ici, on n'est pas dans le même cas de figure. L'OMS a plutôt réagi, une fois qu'elle a été au courant, a plutôt réagi rapidement. La seule chose, c'est que quand on déclare une urgence de santé publique de portée internationale, on actionne ce que l'on appelle le règlement sanitaire international. C'est un peu technique, mais c'est un traité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est contraignant, c'est-à-dire que les pays s'engagent à suivre les recommandations de l'OMS. C'est contraignant, mais ça ne s'appelle que des recommandations. C'est le terme officiel de ce que peut donner comme directive l'OMS. Donc, ce n'est pas des vraies directives, comme par exemple les directives européennes qui s'appliquent à la France, qui va changer sa législation pour s'adapter en fonction. Là, ce sont des recommandations. Le problème, c'est que l'OMS a donné très peu de recommandations. La seule recommandation qu'elle a donnée le 29 février, c'était, vous l'avez signalé, de ne pas fermer les frontières. Pour ma part, je pense que c'est une excellente recommandation. Tout montre que, une fois que le virus a essaimé dans tous les pays du monde, fermer les frontières, c'est contre-productif, ça empêche la solidarité entre les pays, parfois ça crée des problèmes majeurs en matière de travailleurs frontaliers, etc. Donc ce n'est pas en général une solution qui est montrée comme efficace. Donc la recommandation de l'OMS est bonne. Elle va être foulée aux pieds par tout le monde, y compris par des très grands pays, y compris par l'Allemagne, y compris très récemment par l'Europe, donc par les États-Unis, etc. Donc, les pays sont souverains, l'OMS n'est pas supranationale, elle est vraiment internationale, les pays ont le droit d'enfreindre le règlement sanitaire international qu'ils ont pourtant signé. Mais l'OMS ne le dit même pas. On marche sur les pieds de l'OMS et l'OMS ne dit pas que ça lui fait mal. L'OMS ne reproche pas, comme elle l'a fait dans le passé, pourquoi soit elle doit changer sa recommandation, pensant qu'elle est obsolète ou et la mettre à jour, soit probablement elle devrait dire mais pourquoi enfreignez-vous de cette façon le règlement sanitaire international ? Donc il ne faut pas reprocher à la France, comme beaucoup l'ont fait, de ne pas avoir fermé ses frontières. En ce sens, elle a eu raison et elle obéit à toutes les règles sanitaires internationales. Absolument. Fermer les frontières, c'était enfreindre et violer de façon totalement ouverte le règlement sanitaire international. Après, la chose qu'on peut reprocher peut-être à l'OMS, c'est de ne pas avoir donné des recommandations plus précises sur les types de mesures que les États pouvaient prendre. Et dans le fond, les États se sont mis à adopter une mesure qui a été mise en place par un État dictatorial, la Chine, qui était ce fameux lockdown, qu'on appelle en français le confinement strict. Ce confinement strict n'a jamais été déployé dans aucun traité d'épidémiologie. Moi, j'ai jamais appris ce qu'était le confinement strict. On n'a pas non plus de règles de déconfinement. Tout ça n'est pas enseigné, tout ça n'est pas évalué. Et pourtant, les pays, les uns après les autres, pas tous, on pourra revenir dessus, mais vont adopter, comme par une sorte de fascination, l'exemple chinois, comme si ce qui s'était passé à Wuhan avait permis de contrôler la situation, une situation très, très difficile, assez tragique, beaucoup de morts, mais on va faire la même chose parce qu'on est complètement pris par le temps, complètement dépassé, et qu'on a ce modèle qui nous fascine et qu'on va appliquer dans différents pays, aujourd'hui peut-être dans la moitié de l'humanité. Effectivement, la moitié de la population de la planète est confinée et ça semble terriblement primitif dans une époque aussi technologique que la nôtre. Vous l'avez rappelé, c'est l'initiative de la Chine, d'une dictature qui est aussi violente à peu près aujourd'hui que sous Mao Tse-tung, et qui n'hésite pas à utiliser toute la technologie dont elle dispose pour fliquer sa population. Vous le dites vous aussi, ça n'est pas du tout évident que le confinement, ce soit la meilleure solution. Alors, ça n'est pas évident que ce soit la meilleure solution, mais ce n'est pas non plus sans aucun rationnel. Le rationnel qui est derrière le confinement, c'est ce qu'on appelle des mesures d'intervention non pharmaceutique pour essayer d'augmenter la distance sociale entre les individus. Alors, je vais dire ça de façon peut-être un peu plus simple. Un peu plus simplement, il faut évidemment séparer les gens qui sont
infecter des gens qui sont bien portants. C'est ça l'objectif. Parce qu'en fait, si vous diminuez les contacts entre les infectés et les bien portants, vous pouvez espérer, et ça, les modèles mathématiques le démontrent bien, mais également l'expérience. En particulier, vous dites que c'est une méthode très archaïque, c'est presque vrai sur le plan sémantique, parce que en fait, c'était appliqué pour la pandémie justement de grippe de 1918. Cette distance sociale que sont la fermeture des écoles, la restriction des rassemblements, la restriction des mouvements de la population et voire même les cordons sanitaires, les quarantaines de régions entières. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est prouvé comme ayant une inefficacité quand on n'a pas de vaccin. C'est non pharmaceutique, c'est quand on n'a ni vaccin ni médicament. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, en l'absence de ces vaccins, il faut bien utiliser cette augmentation de distance sociale, cette réduction du nombre de contacts. Mais ce qui est archaïque, c'est de le faire avec cette façon confinement strict. En principe, l'idée, c'est que le confinement strict, il améliore les choses parce qu'il va véritablement garantir la réduction du nombre de contacts. Et je crois que c'est vrai. Ce qu'on ne sait pas, c'est les effets indésirables. Peut-être que c'est vrai pour le coronavirus, on va donc diminuer le risque coronavirus. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si on augmente d'autres risques, alcoolisation dans les appartements confinés, violences domestiques, peut-être maladies mentales, sans parler de tous les dégâts économiques, sociaux, politiques qui s'en suivent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est là où je pense qu'il faut se tourner vers ceux, parce que tous les pays n'ont pas appliqué le confinement, même si la moitié de la planète l'a appliqué. On peut, si vous le souhaitez, se tourner vers quelques exemples de pays qui n'ont pas du tout appliqué cela et qui, aujourd'hui, voient l'épidémie également passer chez eux et on peut raconter comment ça se passe. Et on pourrait dire, ça pourrait être quoi les modèles? C'est Singapour, c'est Taïwan, c'est Hong Kong, c'est la Corée du Sud, c'est le Japon. Alors qu'est-ce qu'ils font que nous ne faisons pas? Alors, je vais vous montrer des pays qui sont tous aux portes de la Chine. Ces pays-là avaient au début janvier une compréhension très claire de la menace d'un virus qui aurait pu être émergé d'Asie du Sud-Est ou de Chine. Ils avaient eu l'expérience du SRAS, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était en 2003. Après, ils ont eu l'expérience du MERS, qui est aussi arrivé d'ailleurs en Corée, mais aussi en Arabie Saoudite, mais il est arrivé en Corée. Et après, il y a eu plusieurs expériences de grippe aviaire. Bref, la menace d'une maladie émergente, infectieuse, de la gravité de celle que l'on connaît avec le coronavirus, était prise très au sérieux, mais pas par les politiques. Vous savez, on a toujours tendance à penser que c'est les politiques qui ne font pas les choses comme il faudrait, au moment où il faudrait. Mais les politiques, ils sont le reflet de ce que nous sommes. Nous, les citoyens, les experts, vous, les journalistes, enfin, nous tous. Si tout le monde pense que c'est de la grippette, on a entendu beaucoup cela dans les médias européens et américains et sud-américains ces derniers temps encore. Enfin, tant que les gens se disent « tout ça n'est pas grave, arrêtons, c'est pas plus que la grippe saisonnière, vous en faites beaucoup trop », vous ne pouvez pas mobiliser votre population, vous ne pouvez pas non plus appliquer un certain nombre de mesures que n'accepterait pas la population. Et je vais en parler si vous voulez, mais à Singapour, on peut prendre l'exemple de Singapour, 6 millions d'habitants, c'est un petit peu moins que la Suisse, mais c'est le même genre, c'est une ville-État, c'est plus homogène, c'est un peu une Manhattan en fait quand même, et ils ont, pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, ils sont aux portes de la Chine, ils ont été les premiers à recevoir les cas. Les tout premiers cas sont arrivés à Singapour, de Wuhan en particulier. Ils ont pris cela dès le début, ils ont développé un plan très prévu à l'avance, millimétré, avec un investissement majeur pour repérer tous les cas un par un, pour traquer tous les contacts de ces cas, avec tous les moyens possibles, y compris de police, y compris vraiment très intrusifs, avec des libertés individuelles en termes de confidentialité de vos données, de votre smartphone, des caméras de rue, etc., qui dépassent la législation actuelle en Europe, par exemple. On a pu retracer ces contacts, et lorsqu'on a retrouvé des contacts à risque, ils ont classé les contacts comme soit à haut risque, soit à faible risque. Et quand ils ont pu voir des contacts surtout à haut risque, ils ont essayé de les isoler de leur foyer. On ne va pas les remettre chez eux à contaminer leurs proches. On les isole en quarantaine. Bien sûr, on les teste également. Donc il y avait une politique de testing très très important. On teste, et on trace, et on isole chaque cas. Grâce à cela,
Singapour aujourd'hui n'a pas fermé ses écoles, n'a pas fermé ses commerces, n'a pas fermé ses bars et ses restaurants, n'a pas fermé ses cinémas, a juste empêché les rassemblements de plus de 1000 personnes et le travail a continué comme d'habitude avec par ailleurs le taux de mortalité le plus faible du monde. Il y a 3 décès qui sont enregistrés, plus de 800 cas aujourd'hui confirmés, donc un tsunami qui n'est pas passé chez eux, leur service de santé n'a pas été débordé. Mais un énorme investissement a été consacré. Petite question, et on fait une pause juste après Antoine Flahault. Les tests dont il disposait, parce que la méthode Singapour, c'est on teste tout le monde, on vous croise dans la rue, on vous teste, vous allez au cinéma, on vous teste, vous allez dans la salle de spectacle, on vous teste, et après on trace tous les gens, si vous êtes déclaré positif, on trace les gens que vous avez rencontrés. Mais ces tests, il a fallu les fabriquer, ce ne sont pas des tests qu'on pouvait prévoir depuis 9 ou 10 ans, depuis l'épidémie du SRAS ou du H1N1. Ils les ont fabriqués à toute allure, ces tests? Et pourquoi nous n'en avons-nous pas? Oui, alors tous les virologues et laboratoires de virologie qui connaissent ces virus respiratoires ont fabriqué, au moment où ils ont pu avoir le code génétique du virus, qui a été donné par les Chinois très rapidement. Hein. Le 10 janvier, toute la communauté internationale disposait du code génétique complet, de la séquence complète du virus qui permettait de construire ces tests. Donc les tests, bien sûr, il y a une industrie, vous avez tout à fait raison, et une recherche très sophistiquée à Singapour. On n'est pas en train de parler d'un pays à faible niveau de revenus, on est évidemment dans un endroit très très développé, mais qui n'a rien à envier à nos laboratoires de virologie d'Europe. Bien sûr, tout le monde a su faire le test en temps et en heure. Simplement, à partir du moment où vous avez, encore une fois, toute une population, toute une classe politique, toute une équipe d'experts et aussi de journalistes entièrement concentrés sur un tel risque et une telle menace, la prenant tous au sérieux, les investissements sont consentis sans aucune difficulté. Donc on développe, on achète des tests, personne ne se dit « oui, mais ça va être encore un gaspillage, on va encore stocker des choses inutiles, ça va être encore des dépenses publiques sans lendemain ». Ils savent que c'est peut-être des dépenses sans lendemain, mais ils les prennent. Et par ailleurs, ils savent que ça va être beaucoup, beaucoup moins coûteux à la fin des comptes que le lockdown, que ce confinement strict où l'économie est complètement dévastée pendant plusieurs mois. On fait une pause, Antoine Flahault, on se retrouve juste après. D'accord. Nous voilà de retour avec Antoine Flahault qui dirige l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. On vient de voir ce qui pour vous a été la meilleure solution, c'est celle adoptée par Taïwan ou par des pays comme la Corée du Sud, Hong Kong ou le Japon, d'une certaine manière. Le problème du confinement que nous avons dû prendre, à défaut, d'après ce que vous dites, si nous avions eu des tests, nous aurions pu faire comme Taïwan ou comme Singapour. Nous n'en avions pas. Alors, nous étions condamnés au confinement. En fait, encore une fois, l'ensemble de la société n'était pas prête, ne s'était pas préparée à une telle menace en Europe ou aux États-Unis. On n'a pas... Peut-être que le Canada est un des pays qui, parmi les autres pays non asiatiques, a connu le SRAS à Toronto et est davantage préparé que nous. Mais nous, finalement, on n'est pas préparé. C'est pas tellement qu'on n'avait pas la capacité de le faire, c'est qu'on a attendu que la vague arrive et déferle. Quand elle est arrivée en Italie, là, et qu'elle a déferlé en Italie du Nord, en Lombardie, là, tous les pays d'Europe, je crois, c'était un peu le tournant dans la pandémie. C'est arrivé à peu près le même jour en Italie, en Iran, en Corée du Sud. Ça a donc quitté les frontières de la Chine. Mais je dirais que même voir Wuhan et tout ce qui s'est passé à Wuhan n'a pas complètement convaincu la plupart de la société, encore des segments de la société, incluant les politiques, à développer un plan qui, de toute façon, n'était pas prêt. Encore une fois, il ne faut pas croire que c'est de l'improvisation de la part de ces autorités, de ces pays dont on a parlé. Ils avaient un plan et ils l'ont développé, déployé. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous aident à repérer, à tracer nos traces informatiques.
de façon assez intrusive et assez précise, mais il faudrait déjà commencer à faire en sorte que la législation le permette, qu'il n'y ait pas de difficulté à ce que les télécoms transmettent à des autorités désignées temporairement un certain nombre d'informations qui permettraient de retrouver ces contacts. Aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas le cas. Donc il faut... pourquoi je dis ça? D'ailleurs, ce n'est pas tellement pour revenir sur l'épisode de cette première vague qui nous est arrivée et que tout le monde essaye tant bien que mal d'absorber et de contrecarrer. C'est plutôt parce que si jamais une deuxième vague devait se reproduire à l'automne, on va le savoir assez vite, on pourra expliquer comment on va le savoir, mais on devrait le savoir assez vite. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais c'est une option, c'est un scénario. Et si une vague revenait à l'automne, elle pourrait avoir exactement la même taille que celle qui nous assaille aujourd'hui. Et là, je pense qu'il n'est plus question de mettre toute la population en confinement, ainsi que toutes les économies au ralenti, comme c'est le cas. Je pense qu'on peut trouver les meilleures solutions qui se sont appliquées sur la Terre aujourd'hui et essayer de les adopter, de les reproduire, sans doute de les adapter également, parce que, par exemple, il y a des nouveaux tests qui arrivent sur les anticorps qui viendront compléter le dispositif. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui se dire non, rien n'arrivera plus, c'est terminé, on connaît la recette, on va faire du lockdown, lockdown, lockdown. Je ne crois pas. Le confinement, vous l'avez dit, tout le monde le rappelle aujourd'hui, c'est provoquer une crise économique sans précédent. On ne sait pas ce que ça peut donner. En 2009, il y avait eu une conférence TED donnée par Bill Gates qui s'étonnait que l'on ne se prépare pas convenablement à une pandémie. Comme auparavant, disait-il, on s'était préparé à une attaque nucléaire. On avait formé des troupes, on avait mis des moyens, on avait fait des alliances internationales. Tout ça lui semblait nécessaire en vue d'une pandémie mondiale, dont il disait qu'il y avait beaucoup plus de risques, on était en 2009, qu'il y ait 15 millions de morts dans une pandémie mondiale que dans une attaque nucléaire. On aurait dû écouter Bill Gates, mais je pense que Bill Gates, il écoutait des gens comme vous déjà à l'époque, non? Non, je n'aurais pas cette prétention. Je pense que Bill Gates, justement, a une vision qui est celle du XXIe siècle. Le confinement strict, c'est la vision du début du XXe siècle. On a un siècle de retard en appliquant des méthodes qui sont des méthodes, certes, de distanciation sociale, mais on peut faire de la distanciation sociale de précision. On peut véritablement aller chercher les cas suspects aujourd'hui parce qu'on a des diagnostics moléculaires, parce qu'on a des diagnostics biologiques qui nous permettent d'aller identifier au cas par cas. Peut-être qu'il faut une petite armée d'enquêteurs qui va aller chercher ces contacts à domicile et exiger d'eux un prélèvement pour qu'on puisse être certain qu'ils sont négatifs ou au contraire, si jamais ils sont positifs, pour qu'on leur demande et qu'on exige d'eux. Et la loi, pour reprendre l'exemple de Singapour, la loi est prévue dans ces cas très particuliers. On peut, de force, si la personne n'est pas d'accord, sous la contrainte, on peut véritablement l'exclure de son foyer pendant une période courte, de quelques jours, qui permet véritablement de protéger les bien portants et d'augmenter cette distance sociale d'une façon ou d'une autre. Donc ce n'est pas non plus non autoritaire, on est dans quelque chose qui est très intrusif, mais qui respecte l'ensemble de l'économie. Après, on peut avoir un débat démocratique. Qu'est-ce que vous préférez? On est tous dans nos appartements sans bouger et sans pouvoir travailler. On ferme tous les commerces, tous les marchés. On gèle toute l'économie du pays. Ou bien on laisse, tant que faire se peut, le maximum de cette économie vivre normalement ou à peu près normalement, mais on accepte chacun que nos contacts, s'ils s'avèrent être à risque, vont être provisoirement, temporairement dépistés d'une part, identifiés, mais également accompagnés d'un isolement que l'on va consentir. Et ça, c'est quelque chose qu'un pays démocratique peut, à mon avis, de façon claire, décider d'appliquer ou de ne pas appliquer. On a tout de même eu une bonne nouvelle avec ces mesures de confinement qui frappent aujourd'hui la moitié de la population de la planète, c'est qu'au fond, la vie est plus importante que l'économie. La vie aujourd'hui, et on préfère la récession, on préfère la faillite de nombre d'entreprises à la mort de plusieurs millions de personnes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, il y a une deuxième bonne nouvelle qui accompagne cela, c'est que probablement l'impact climatique de ces mesures en 2020 sera
incroyable. Ce que demandait Greta Thunberg sera exaucé, probablement c'est pas de cette façon qu'elle le demandait, mais sera exaucé au centuple, c'est-à-dire que la planète s'arrêtant de cette façon-là, sans doute, on aura une purification de notre atmosphère et une diminution de la charge en carbone qui va être probablement exceptionnelle. C'est en effet peut-être les quelques bonnes nouvelles. Il y a toujours un malheur, toujours quelque chose est bon. Antoine Flahault, la polémique autour du professeur Raoult et de la chloroquine, est-ce qu'il se passe ce genre de choses chaque fois qu'il y a une épidémie et qu'on n'a pas encore de traitement? Oui, vous avez raison de dire que c'est quelque chose qui se passe à chaque fois, ce type de polémique. Les polémiques, de façon générale, à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire ou autre, sont totalement attendues. La polémique de la chloroquine, disons que c'est un médicament que je connais bien, la chloroquine, personnellement. Presque comme le professeur Raoult, je crois, j'ai expérimenté la chloroquine dans ma jeunesse, où j'étais en Afrique pendant plusieurs années, à titre personnel. Mais c'est pas comme ça que je la connais bien. Je la connais bien car comme Didier Raoult, quand j'étais en charge, moi, de l'épidémie du chikungunya dans l'océan Indien, c'était dans les années 2006, on a trouvé un pouvoir antiviral ex vivo. Ex vivo, ça veut dire en fait en laboratoire, sur des cellules infectées par le virus de chikungunya. Exactement ce qu'a trouvé Didier Raoult avec ce virus, ce coronavirus. Et on était extrêmement excités par cette découverte et on se disait qu'on tenait là un médicament. D'ailleurs, quand on a fait une communication sur ce sujet, c'était aussi avec une équipe de Marseille. La communication a été reprise dans le journal quotidien de La Réunion et de l'île de La Réunion. Et le grand titre de la première page, c'était « Un remède en vue ». Et le ministre de la Santé de l'époque était Xavier Bertrand. Il nous a convoqués, très enthousiastes, très excités, et il nous a dit que le lendemain, il ferait une extension de l'autorisation de mise sur le marché, vu les circonstances exceptionnelles de cette épidémie de chikungunya qui a touché, rappelons-le, 40% des habitants de l'île de la Réunion. Et nous lui avons dit, c'est là où ça m'étonne de Didier Raoult, c'est qu'on a eu une attitude complètement différente. C'est-à-dire qu'on lui a dit, mais non, surtout ne faites pas ça, monsieur le ministre. Si vous faites ça, on n'aura jamais la possibilité de confirmer l'efficacité de la chloroquine chez les patients atteints de chikungunya. Il nous faut absolument faire un essai clinique. Alors le ministre au début n'a pas compris, il pensait qu'on voulait faire de la recherche, des beaux papiers, et il s'était dit que son conseil l'agaçait même presque un peu, et on a essayé de le convaincre, et c'était quelqu'un qui nous a tout à fait bien écoutés. On avait eu vraiment beaucoup d'échanges qui avaient précédé, et il a tout à fait écouté. Il a fini par accepter qu'on fasse cet essai clinique. On a fait un essai clinique, on l'a fait aussi un essai chez l'animal. On avait trouvé un modèle animal qui était le macaque de l'île Maurice, qui faisait un chikungunya comme nous, à s'y méprendre. Donc on a administré la chloroquine également à des macaques de l'île Maurice. Et puis on a fait un essai clinique qui prend un peu de temps, le fait est, mais pas très longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de patients. Ça a été assez rapide, et ça dure une semaine, ça ressemble au coronavirus, si ce n'est que c'est dû à un moustique, mais le chikungunya, quelque part, ressemblait. La plupart des cas étaient bénins, etc. On a fait l'essai clinique. Résultat des courses, aucune efficacité. Qu'est-ce qu'on a été triste? Vous savez, on était, comme Didier Raoult, on était persuadé que ça allait marcher. Et on était totalement sûr, on voulait faire cet essai clinique parce qu'on s'était dit on ne peut pas mettre un médicament à disposition du public sans avoir fait un bon essai clinique rigoureux. Eh bien, il a été négatif. Et après, on a regardé les animaux, les macaques. En fait, les macaques de l'île Maurice n'étaient pas à l'île Maurice, on les avait rapatriés en France dans un laboratoire sécurisé et en région parisienne. Et malheureusement, ça ne marchait pas du tout. Les courbes étaient... Et en fait, ce qui se passe, c'est que la chloroquine a une marge thérapeutique très étroite. Si vous donnez 3 fois la dose de chloroquine, vous tuez le malade à coup sûr. C'est un médicament très très bien toléré, mais très très dangereux parce que vous ne pouvez pas augmenter la dose. Il y a d'autres médicaments comme ça. Le paracétamol, c'est un médicament qui est très bien, mais si vous prenez 12 fois la dose, ça vous tue également. Donc c'est des médicaments qu'il faut manier avec beaucoup de prudence, mais surtout... Le problème, c'est que quand vous mettez un peu de chloroquine sur des cellules infectées, vous ne savez pas du tout la dose que vous mettez. Enfin, vous savez la dose, mais je veux dire, ça ne correspond pas à la dose que votre organisme transmet aux cellules pulmonaires malades du coronavirus. Donc, nous, pour le chikungunya, c'était pareil. On avait
dans le laboratoire une bonne efficacité, mais ça ne voulait absolument pas dire que c'était la dose suffisante pour tuer le virus à l'intérieur des cellules. Et malheureusement, on n'a pas pu augmenter la dose. Il aurait peut-être fallu faire 10 fois ou 15 fois, parfois 100 fois la dose. Ce n'était pas possible avec ce médicament. Et c'est très dommage parce que si jamais ça marche, si la chloroquine de Didier Raoult marche sur le coronavirus, ce sera magique parce que c'est un médicament pas cher, c'est un médicament facile à produire, c'est un médicament universel. Donc c'est un excellent candidat. Et il faut vraiment faire cet essai clinique, mais je crois que les essais sont en cours et on verra. Et si jamais le médicament marche, eh bien, ça aura été une très belle expérience. Les essais effectivement viennent de commencer au CHU d'Angers, notamment une étude aux standards scientifiques et méthodologiques élevés afin de clore le débat rapidement. On devrait savoir assez vite, mais enfin, eux, ils parlent de quelques semaines quand même, si ça fonctionne. Alors, ça n'a pas fonctionné sur chikungunya, mais est-ce que ça fonctionne sur le coronavirus? Entre nous, si je puis me permettre, entre nous, on a perdu du temps ici. Vous me demandez parfois de dénoncer les pertes de temps, mais on a perdu du temps parce que les 80 malades qui ont été traités par Didier Raoult auraient pu être traités dans le cadre d'essais cliniques. Je ne comprends même pas qu'un comité d'éthique ait accepté qu'il puisse traiter des patients en dehors d'un essai clinique. Ce n'était pas très compliqué, pas beaucoup plus, et ce n'était pas beaucoup plus long de faire exactement la même chose, mais vous savez, c'est un essai contrôlé, c'est un essai où vous donnez le médicament, à pile, et face, vous donnez ce qu'on appelle un placebo, vous donnez rien. Et vous êtes tous en aveugle, que le médecin ou le patient, personne ne sait ce qu'il a. Et c'est très important parce qu'on a tellement à cœur que ça marche, le patient comme le médecin, que dans une maladie en plus où 80% des malades guérissent spontanément sans aucune séquelle, vous avez rapidement tendance à attribuer le bénéfice du médicament aux nouveaux médicaments, à l'innovation, à ce dont on parle dans les journaux toute la journée. Donc l'essai randomisé en double aveugle, il est là pour protéger les patients. Il a été fait véritablement. Cette méthodologie, ce n'est pas une méthodologie froide et sans cœur. C'est une méthodologie qui est là pour protéger le patient. C'est les progrès magnifiques de la médecine de ces dernières années. C'est grâce à l'essai randomisé en double aveugle. Et je trouve qu'on a perdu du temps pour la chloroquine. Enfin, Claude, il y a une expérience qu'on a faite, c'est avec le Diamant Princess, un paquebot qui renfermait 3711 personnes. On les a pas laissés ressortir. Et là, on a pu constater de visu combien étaient infectés, combien mouraient sur le nombre d'infectés, combien étaient ce qu'on appelle des porteurs sains qui ne développaient aucun symptôme, combien n'ont pas du tout été touchés par le virus. Qu'est-ce que ça nous a appris, le Diamant Princess, à l'époque? La première chose que je pense que vous partagerez avec moi, c'est que ça nous a appris que c'était un scandale sanitaire. Un signe. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinairement grave. Je suis un peu étonné pour vous dire que les journalistes n'aient pas davantage critiqué cette mise en quarantaine absolument criminelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un virus qui tue potentiellement, sachant qu'il a tué 10 personnes, 11 je crois au jour d'aujourd'hui, une 11e victime. Hein. Il a tué 11 personnes. Vous connaissez beaucoup de bateaux de croisière où on laisse quand même mariner les gens comme ça et puis on compte les victimes. Donc moi je veux bien faire l'épidémiologiste et compter les blessés et les morts, mais enfin disons quand même que c'est indigne du Japon, d'un pays riche qui aurait pu qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu examiner chacun des patients, les tester, et quand ils étaient infectés, ils auraient pu les isoler complètement du reste du bateau. Quand ils étaient malades, ils auraient pu les hospitaliser et puis leur prodiguer des soins. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de victimes, peut-être, ce n'était pas de leur faute, mais de les laisser dans le bateau dans des conditions qui n'étaient pas des conditions que l'on retrouve dans les hôpitaux quand il y a des gens qui ont du coronavirus. C'est-à-dire qu'on n'a pas protégé les passagers, on n'a pas protégé les membres d'équipage, on les a simplement enfermés tous ensemble et on a regardé en effet se développer une épidémie. On a fait l'expérience de laboratoire, au fond. Oui, c'est quand même vraiment très très choquant. Je pense que c'est quelque chose qui restera, à mon avis, dans l'histoire comme l'un des plus grands scandales sanitaires de cette crise de Covid-19. Je veux dire, c'est quelque chose d'inacceptable et puis d'inattendu de la part d'autorités japonaises qui sont suffisamment riches pour pouvoir s'occuper de ces cas de façon digne. Et là, je trouve que c'était totalement indigne. Donc oui, bien sûr, on a appris beaucoup de choses.
On a vu par exemple le taux d'attaque, c'est-à-dire le pourcentage de la population du bateau, c'était 20%. Il y a eu 20% de cas, pas au tout début, c'est-à-dire que mais comme on les a laissés en quarantaine, les cas se sont développés à l'intérieur du bateau. C'est terrible ce qui s'est passé. Et il y a eu 35 personnes qui ont été en réanimation. Parce que quand même, les Japonais s'en occupaient. Quand ils étaient malades, on les emmenait en réanimation. On essayait de les réanimer. Il y a eu 35 personnes en réanimation. C'est quand même... Alors, quand on entend des gens dire c'était une grippette, dites-moi les grippettes qui donnent 35 personnes en réanimation, 11 morts, 700 personnes malades. Enfin non, c'était pas une grippette, c'était vraiment le coronavirus, quoi. Et alors donc, le taux d'attaque, c'est la proportion de gens qui sont infectés par la maladie sur la population totale? Oui, c'est ça. Alors, le taux d'attaque, en principe, c'est ce que vous dites, mais à la fin de l'épidémie. Une fois que l'ensemble de l'épidémie a déferlé sur la planète. Donc, on pourra calculer, par exemple, le taux d'attaque en France une fois que tout sera terminé. Mais on peut calculer des taux d'attaque, on va dire, provisoires. Et finalement, dans le Diamond Princess, le taux d'attaque est de l'ordre de 20%, mais il a quand même été stoppé. On n'a pas continué, on n'a pas laissé les pays ont récupéré, je dirais, leurs ressortissants les uns après les autres. Donc, on n'a pas laissé se déployer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'épidémie s'est quand même déployée très rapidement, et c'est assez important parce que peut-être qu'en effet, aujourd'hui en France, aujourd'hui en Suisse ou dans les différents pays, on va s'apercevoir que déjà une partie non négligeable, peut-être 20%, j'en sais rien du tout encore, de la population a été infectée par le virus. Dans le fond, ça veut dire que c'était un virus très contagieux. Si vous vous souvenez, les Chinois, parmi les autres choses qu'ils ont voulu nier pendant longtemps, c'était la transmission interhumaine. Et en fait, la transmission interhumaine, elle est évidente, elle est très, très, très importante. Et le taux de mortalité, on en sait plus aujourd'hui? Alors, au Diamond Princess, si vous m'avez retenu les chiffres que j'ai donnés, il y a eu 11 décès sur 712 personnes contaminées. Si vous faites la division, ça doit être autour de 1,5, on n'est pas loin de 1,4, 1,5%. Les pays qui ont la plus faible mortalité au jour d'aujourd'hui sont des pays qui testent énormément, parce qu'une des choses que l'on voit, c'est que beaucoup de personnes sont asymptomatiques. Dans le Diamond Princess, il y avait la moitié des cas confirmés qui étaient asymptomatiques au moment du diagnostic. Après, certains ont développé des symptômes. Grosso modo, il y a 30%. Aujourd'hui, on sait, d'après les séries, qu'il y aurait 30% des infections qui seraient totalement asymptomatiques. Ça veut dire que finalement, les gens sont infectés, mais ne le savent même pas. Ça peut être vous, ça peut être moi aujourd'hui, on ne le sait pas, on est quand même infecté. Et d'ailleurs, on peut le transmettre. Alors, le taux d'attaque, le taux de mortalité que vous me demandez, si on ne le divise que sur les cas confirmés sévères ou très symptomatiques, on va avoir un taux qui va apparaître beaucoup plus élevé que si on prend vraiment comme dénominateur l'ensemble des infections, y compris les personnes asymptomatiques. Je ne sais pas si je suis clair, mais je veux dire que si on a des telles différences de mortalité entre les pays, ce n'est pas que Singapour traite mieux les malades que l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne ou la France, c'est qu'en Italie, on est tellement débordé par le problème qu'on fait des tests, pas à tous les asymptomatiques de l'Italie, mais on s'est quand même concentré principalement à ceux qui avaient des symptômes, et c'était déjà beaucoup. Et donc, on rapporte les décès à un périmètre plus étroit, plus sévère, et donc on a l'impression que la mortalité est plus élevée. On a presque un taux de mortalité, on a un taux de mortalité qui dépasse les 10% en Italie. Peut-être qu'il y a une surmortalité qu'on a évoquée initialement, mais je crois surtout qu'il y a beaucoup de symptomatiques qui ne sont pas comptabilisés. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Comment peut-on sortir du confinement? Parce que ça pourrait durer éternellement, cette histoire. Pour pouvoir sortir du confinement, il faut des tests. Est-ce qu'on peut sortir du confinement sans être testé? Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question, je pense. Il y a un premier aspect qui est de se dire quel est l'objectif du confinement. Comme je vous ai dit, le confinement, il a été mis de façon presque dans l'urgence, sans avoir une réflexion et sans prendre le temps, ce qui est tout à fait normal, d'une réflexion approfondie sur l'objectif du confinement. Il y a deux objectifs possibles. Est-ce que l'objectif du confinement, c'est d'éviter qu'il y ait un engorgement de notre système de santé? On va écrêter la vague et on va éviter un engorgement? Ou est-ce que l'objectif du confinement, c'est d'endiguer complètement l'épidémie et de ne plus avoir de cas? Pourquoi c'est différent? C'est parce que au moment où la vague va redescendre, je pense qu'en France, c'est dans quelques semaines, bientôt, peut-être dans quelques jours, j'espère dans quelques jours, mais peut-être, disons, dans quelques semaines. Disons qu'en tout cas,
ça m'étonnerait qu'au mois d'avril, que nous vivons maintenant, on ne voit pas le pic et la décroissance. Si ces prévisions sont exactes, dans cette décroissance, à un moment se posera la question, est-ce qu'on déconfine ou pas? Si l'objectif est de dire, l'objectif c'est de ne pas engorger notre système de santé, et qu'on voit une décroissance très claire s'amorcer, peut-être qu'on peut commencer à lever le confinement sous contrôle et se dire, tant que le système est très engorgé, on ne le lève pas, mais si le système commence à se détendre, alors on peut supporter un peu de cas en permanence sans avoir un confinement strict. L'exemple de la Corée aujourd'hui, la Corée a tous les jours une centaine de cas rapportés, donc elle n'a pas complètement terminé avec cette épidémie, mais au moins le système de santé peut l'absorber, les patients peuvent être soignés avec tous les hauts standards de qualité et ça ne gêne pas le traitement des autres pathologies des autres patients. Donc on n'a pas un état d'urgence dans la nation, on a affaire à quelque chose qui ne va pas durer éternellement, on pourra revenir là-dessus, mais qui est quelque chose que l'on peut imaginer. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je pense qu'il y a ces deux cas de figure. Parce que si vous voulez qu'il y ait zéro cas, zéro risque, on ne l'a jamais fait avec aucune maladie, vous ne le faites pas pour la grippe non plus, mais vous pouvez rester confiné pendant longtemps, parce qu'en effet, à ce moment-là, il va falloir attendre qu'il n'y ait plus de cas du tout. Mais je trouve que c'est un autre objectif du confinement et il faut juste l'avoir bien décidé de façon démocratique dans votre pays. Alors maintenant, vous me demandez les scénarios. Je trouve qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario qu'on va appeler monophasique, ou pour être plus simple, on va dire une seule vague. Il n'y aurait qu'une seule vague, on est en plein dedans. La vague concerne 50 à 70% de la population, tout confondu, je veux dire les asymptomatiques, symptomatiques, c'est-à-dire qu'on fait des études pour savoir quel est le degré d'immunisation, puis les études vous répondront 50, quand elles vous répondront 50 ou 70%, ce sera terminé. Et là, ce sera derrière nous. Ça, c'est un scénario en une seule vague. Combien de temps ça peut prendre? Ça peut prendre encore 2-3 mois. C'est pas le scénario le plus gai au sens où ça peut pourrir l'été, si je puis dire, et puis ça va être long, et puis ça va être pénible, mais c'est un scénario en une seule vague. Personnellement, j'y crois pas trop. Mais je n'ai pas tous les éléments pour justifier complètement pourquoi je n'y crois pas trop. Mais je vais quand même vous le dire, c'est que je pense que ces virus saisonniers ont une saisonnalité. Ces virus respiratoires, excusez-moi, ont une saisonnalité. Ces virus respiratoires sont soumis à ce qu'on appelle une force saisonnière très puissante qui fait qu'il n'y a pas d'épidémie de grippe en été dans l'hémisphère nord et qu'il n'y en a pas en hiver, notre hiver à nous, dans l'hémisphère sud. Autrement dit, c'est très rare qu'à la fin du mois d'avril, il y ait encore de la grippe dans quelque partie que ce soit de l'hémisphère nord. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de cas dans l'hémisphère sud pendant notre hiver, alors que l'Australie a des contacts très étroits avec la Chine, la Nouvelle-Zélande aussi, l'Afrique du Sud également, l'Argentine, le Chili. Tous ces pays n'ont pas connu aujourd'hui l'intensité épidémique que nous connaissons. Donc on peut penser que la force saisonnière va être puissante. En avril, elle va venir aider ce confinement strict, ces mesures de distanciation sociale que nous prenons en ce moment, en aplatissant encore plus la courbe. C'est pas qu'il n'y aura plus de cas pendant l'été, il y en aura peut-être, mais des petits, etc. On pourra lever le confinement, on aura la force saisonnière qui nous protégera, mais ces freins, que ce soit le confinement ou la force saisonnière, ont un inconvénient, c'est que dès qu'on les lève, ces freins, l'épidémie redémarre. Et si, à ce moment-là, on peut avoir calculé qu'on a, disons, 20 ou 30% seulement de la population, comme au Diamond Princess, on va dire, qui a été atteinte, alors on aura peut-être à nouveau 20 ou 30% l'année suivante, c'est-à-dire le même type de scénario. Et c'est là où je pense que si le même type de scénario revient à l'automne ou à l'hiver prochain, on doit se préparer. On serait vraiment coupable à ce moment-là de ne pas s'être préparé à l'affronter d'une façon 21e siècle, avec tous les éléments et les outils et l'arsenal législatif temporaire nous permettant d'appliquer des mesures qui ont été appliquées à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong, au Japon ou en Corée du Sud. Donc des tests, du traçage, des masques aussi. Les masques, c'est important. Les masques, c'est très important. Les masques, c'est très important, non pas pour la distance sociale, c'est pour diminuer la probabilité de transmission. Pour diminuer la probabilité de transmission du virus entre le virus et vous, vous avez trois choses. Vous avez les masques,
masque chirurgical, hein, le masque tout bête. Vous avez, je dirais presque tout masque qui absorbe les gouttelettes de postillon, parce que c'est par ces gouttelettes qu'on est contaminé. Vous avez le lavage des mains, parce que ces gouttelettes, elles retombent sur les claviers, sur les iPhones, sur les tables, etc., sur les poignets. Donc, le lavage des mains. Et puis, vous avez l'éternuement ou la toux dans le coude, c'est-à-dire des règles d'hygiène toutes bêtes qui font que vos postillons ne se répandent pas partout à chaque fois que vous éternuez ou que vous toussez. Ces 3 règles, elles permettent de diminuer la probabilité de transmission et donc ce fameux taux de reproduction dont on a parlé au début. Et c'est grâce à ces mesures qu'on peut véritablement contribuer à contraindre l'épidémie à diminuer. Et voilà, si on n'a pas de masque, on dit on n'a pas de masque et on ne peut pas les mettre, mais on ne dit pas que les masques ne servent à rien. Les masques servent. Les masques, ils ont été prouvés scientifiquement comme utiles en milieu hospitalier. C'est-à-dire que pour les personnels hospitaliers, on a su, c'est d'ailleurs des enquêtes qui ont été menées à Singapour pour le SRAS, ils avaient très bien montré que les personnels qui mettaient des masques, qui se lavaient les mains ou qui mettaient des gants, n'étaient pas contaminés. Alors que ceux qui ne le faisaient pas bien, ou alors pour les personnels hospitaliers, parfois il faut mettre aussi des lunettes ou empêcher des projections dans les conjonctives. Hein. Mais pour les personnels qui ne se protégeaient pas, eh bien, ils risquaient d'être atteints. Donc quelque part, on est près du préservatif. C'est le préservatif du coronavirus, le masque. Oui, tous les Asiatiques mettent des masques dans la rue. C'est vrai que ça n'a jamais été évalué dans la rue. On l'a évalué à l'hôpital, mais on ne l'a pas évalué dans la rue. Bon, ben voilà, on pourrait peut-être maintenant l'évaluer, ce serait bien. Mais le masque, c'est vraiment un moyen qui permet de diminuer la probabilité de transmission du virus. Quand vous êtes malade ou quand vous êtes face à un malade. Merci Antoine Flahault, merci de nous avoir expliqué tout ça. Et je vous rappellerai, quand ça va commencer à diminuer, on reparlera de tout ce que vous voyez, vous, de votre institut à Genève. Merci encore de cette heure que vous avez passée avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci.